Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Émilie Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous serez peut-être la 85e lauréate du prix Albert Londres, prix qui récompense les journalistes français. C'est une première, une journaliste de France 3 en région qui est nominée pour la branche presse écrite de ce prix. Ouais, alors à ma connaissance, effectivement, c'est la première fois un journaliste du site web de France 3 Région est sélectionné pour le prix Albert Londres. Alors, c'était une enquête sur le PFAS, enfin, sur les polluants éternels, que vous aviez d'abord fait en documentaire de 40 minutes et redécoupé en plusieurs articles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait en même temps. On avait décidé de faire deux produits, de jouer la synergie entre nos différents médias. On a à la fois effectivement produit un documentaire de 40 minutes qui a été diffusé sur notre antenne. Et cette semaine-là, la semaine de la diffusion, on a chaque jour diffusé un article sur Internet, une série de 5 articles qui reprenaient les révélations de ce documentaire. Parce que ce n'est pas les mêmes audiences qui vont lire l'enquête sur le web. Et à chaque fois, on fait des renvois entre les deux. Les PFAS, c'est vraiment un sujet très France Télévisions, puisque au départ, c'est une enquête d'envoyé spécial, de vos confrères de France 2, que vous avez décidé de poursuivre pour voir les conséquences sur la santé des habitants de la région. Oui, en fait, c'est très complémentaire, si vous voulez. Martin Boudot, donc mon collègue d'envoyé spécial, lui, c'est vraiment le lanceur d'alerte. Évidemment, s'il n'avait pas été là, personne n'aurait jamais entendu parler des PFAS à Pierre Bénite. Donc voilà, on a un travail il lance l'alerte, il fait des prélèvements, mais qu'est-ce qui se passe après? Et là, pour moi, c'est aux journalistes locaux, aux journalistes de proximité, de continuer à mener l'enquête. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des choses à découvrir, des choses à documenter, à commenter après son passage. Et donc, c'est pour ça qu'on a à la fois assuré le suivi du dossier, parce qu'il s'est passé plein de choses après cet envoyé spécial, et en même temps continuer à enquêter, parce qu'il y avait encore des zones d'ombre et qu'il fallait continuer à découvrir des choses. Notamment, par exemple, l'imprégnation des salariés. Qu'est-ce qu'on découvre réellement? Que le Rhône était pollué, on s'en doutait un petit peu. On a l'impression que tous les élus du secteur découvrent qu'il y avait des entreprises polluantes dans leur ville. Alors, le Rhône est pollué, oui, ça, c'est pas un scoop, effectivement, que ce soit les PCB, les pesticides, enfin bon, voilà. Par contre, les PFAS, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle des polluants émergents. Et qu'en fait, dans le grand public, et même parmi les élus locaux, avant cet envoyé spécial, personne n'avait jamais entendu parler donc des PFAS, per- et polyfluoroalkylés. Donc, on a ce polluant un petit peu émergent, nouveau. Après, par contre, en enquêtant, on s'est effectivement rendu compte que les pouvoirs publics connaissaient l'existence de ces PFAS, évidemment, mais surtout l'imprégnation des milieux, puisqu'il y avait déjà eu des rapports, notamment un rapport de l'ANSES en 2011. Vous, ce que vous apportez, c'est notamment des tests sanguins sur une dizaine d'habitants qui montrent que les gens sont contaminés. Oui, alors nous, en fait, réellement, on apporte deux choses. D'abord, on découvre que les salariés sont imprégnés, qu'ils ont des taux de PFAS dans le sang assez importants, que l'industriel le savait, puisque les analyses sanguines au sein des usines datent au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Donc on retrouve ces données-là et on se rend compte que les salariés sont quand même fortement imprégnés de PFAS. Et en fait, on se dit, si les salariés en ont dans le sang, il y a quand même de fortes chances que les riverains en aient dans le sang aussi. Et cette demande-là, les riverains demandent depuis longtemps d'avoir des analyses sanguines. Donc on se dit, voilà, il faut à un moment donné qu'on le fasse sur un échantillon très restreint, sans protocole scientifique. Donc c'est pas une étude scientifique, c'est vraiment un arrêt sur image à un moment donné voilà, ces 10 personnes ont des PFAS dans le sang, des PFAS notamment du PFNA qui sont produits par Arkema et Daikin. Donc peut-être que tout le monde n'en a pas à Pierre Bénite, mais en tout cas ces 10 personnes-là, ils en ont beaucoup, plus que la moyenne française. Donc voilà, on voulait vraiment faire un petit peu une prise de conscience en fait, de cette problématique sanitaire qui devient sanitaire. Ce que répondent Arkema et les autres producteurs de PFAS, c'est qu'ils respectent les normes. Le problème, c'est qu'en la matière, il n'y a pas de normes. Absolument. Et quand le directeur d'Arkema me dit « mais nous, voilà, il n'y a pas de normes », c'est vrai, il n'y a pas de réglementation pour le PFAS qu'ils utilisent actuellement. Après, ceux qu'ils utilisaient avant, ils ont été petit à petit réglementés, mais l'industrie a toujours évidemment un coup d'avance et du coup remplace un PFAS par un autre quand celui qu'elle utilisait avant va être réglementé. Donc il n'y a rien d'illégal, si ce n'est que bon, voilà,
si vous voulez, le fait de rejeter ces PFAS dans le Rhône n'est pas effectivement réglementé. Maintenant, on peut quand même se demander si une entreprise, un industriel qui sait que ces produits sont toxiques, ou en tout cas potentiellement très toxiques, qu'ils sont bioaccumulables, si éthiquement, on va dire, elle peut continuer de les rejeter ou pas. Alors, bioaccumulable, c'est ça qui est marquant, c'est que ce sont des polluants dont le corps ne se débarrasse pas. En revanche, la certitude qu'ils soient toxiques, pour l'instant, elle n'est pas scientifiquement établie. On n'a pas de certitude qu'ils soient cancérigènes. Alors là, non, je vous reprends. La toxicité des PFAS est avérée. Ces substances sont toxiques. Et quand on nous dit « oui, il n'y a pas encore assez d'études scientifiques, etc. », c'est pas vrai. Il y a foule d'études scientifiques qui montrent la toxicité de ces PFAS. Ce qu'on ne sait pas, c'est à partir de quel taux exactement ça devient toxique. Et là aussi, on a tout un discours qui consiste à dire « oui, on n'a pas de seuil de toxicité, etc. etc. » Mais il se passe plein de choses dans les pays voisins, en l'occurrence en Allemagne, ils ont un seuil de toxicité pour le PFOA et le PFOS. Donc tout ça est en train d'évoluer. Aux États-Unis, ils ont des normes toxicologiques beaucoup plus basses que la future norme européenne. Donc si, ces substances sont toxiques. Une fois qu'on est imprégné au PFAS, on ne va pas forcément tomber malade. C'est un peu comme le tabac. Hein, vous voyez, le tabac, enfin, on sait tous que le tabac est toxique, fumer est toxique, mais par contre, ce n'est pas parce qu'on fume qu'on va forcément tomber malade. Ben, les PFAS, c'est un peu équivalent. On peut être imprégné et exposé toute une vie au PFAS et pas tomber malade, mais on peut aussi être exposé au PFAS sur une petite durée de temps et tomber malade. Les autorités sanitaires sont donc en retard, puisque quand on regarde le cirque, le reconnaît comme peut-être cancérigène, et quand on regarde les études des autorités européennes de sécurité des aliments, ils relèvent qu'aucune étude, pour l'instant, n'établit avec certitude qu'il y a des effets sur la santé. Alors, le cirque a reconnu le PFOA comme cancérigène probable, c'est-à-dire la deuxième catégorie. Hein, donc, probable en science, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit cancérigène. Donc, d'ailleurs, il va y avoir une réévaluation du PFOA et du PFOS. Donc, ça veut plutôt dire qu'il est quand même dans le haut de la toxicité. Et en ce qui concerne l'EFSA, l'autorité alimentaire, si, justement, il y a une nouvelle norme qui est de 4 nanogrammes par kilo de poids corporel d'une somme de 4 PFAS. Donc ça veut bien dire que ces PFAS sont toxiques. Et du reste, si l'agence chimique européenne, l'ECHA, est en train d'étudier la restriction de la classe totale, de la famille totale des PFAS, c'est bien parce qu'ils sont toxiques. Après, il y a 10 000 composés dans les PFAS. Tous ne sont pas étudiés comme le PFOA, qui est principalement connu. Tous ne sont pas toxiques comme le PFOA, ou aussi toxiques que le PFOA, toxiques aux mêmes doses que le PFOA. Donc, c'est très compliqué. Après, est-ce qu'ils produisent, encore une fois, est-ce qu'ils produisent forcément une maladie une fois qu'ils sont dans votre corps humain? Et à quel niveau? Ça, c'est plus compliqué. Mais sur la dangerosité de ces molécules, voilà, toutes les analyses, en tout cas, le fait que les autorités européennes s'en saisissent, montre bien qu'il y a un souci. Alors la justice s'en saisit aussi. On a appris hier que le parquet avait nommé un juge des libertés pour prendre des mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, moi, personnellement, pas grand-chose, mais les citoyens qui s'étaient associés à ce recours attendaient deux choses principalement. D'abord, l'arrêt immédiat de l'utilisation des PFAS, puisque Arkema et Daikin, parce qu'on parle beaucoup d'Arkema, mais il y a Daikin aussi dans l'affaire, continuent d'utiliser ces PFAS. Ils en ont évidemment installé une station de filtration qui réduit énormément les rejets dans le Rhône, mais par contre, ils continuent d'en rejeter dans l'air. Les sols restent pollués. Donc voilà, il y a cet aspect-là. La pollution, on l'arrête tout de suite, on arrête les frais. Et puis les citoyens demandaient aussi toute une série de mesures d'imprégnation, de mesures épidémiologiques, d'imprégnation des salariés. Ils veulent savoir ce qu'ils ont dans le corps et ce qu'ils risquent, quoi. Donc voilà, le juge a normalement 48 heures pour prendre une décision. On attend de voir ce qui va se décider. Juste un mot pour finir, c'est pas souvent que France Télévisions en local se démarque pour de l'investigation. Vous êtes l'exception qui confirme la règle?
Alors, je ne suis pas une exception parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai beaucoup de mes collègues qui font de l'investigation au long cours. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour ça. C'est-à-dire que nous, on suit les dossiers, on est sur le terrain et on fait finalement de l'investigation souvent. Après, effectivement, j'ai été sélectionnée et c'est très bien pour le site internet parce que ce qui a bien marché, c'est la synergie de nos médias, de produire à la fois pour le JT, une enquête pour notre émission Enquête de région, de faire des papiers. Tout ça, ça fait que ça a bien marché, ça s'est vu. Et du coup, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été sélectionnée, parce qu'il y a un vrai travail collectif, mais je ne suis pas du tout la seule à faire de l'enquête. Les journalistes à France 3 ont le temps et le moyen de faire de l'enquête alors? Disons qu'il faut pouvoir mettre tous les moyens au service de l'enquête. C'est quelque chose que a décidé de faire notre rédacteur en chef. En tout cas, il nous donne le maximum de moyens possibles à l'intérieur de France 3. Après, on ne va pas se mentir, quand on fait une grosse investigation, on prend toujours un petit peu sur son temps personnel. Ça, c'est le lot des journalistes d'investigation. Mais voilà, il y a une réelle volonté, en tout cas, de suivre les dossiers au long cours. Et c'est vrai que moi, je milite pour qu'on pousse plus loin et qu'on se donne vraiment les moyens d'aller faire de l'investigation qui prend du temps, mais qui finit toujours par payer. Vous allez continuer à faire de l'investigation? D'autres sujets en perspective? Alors pour l'instant, je reste sur les PFAS parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Et du coup, peut-être pendant encore 1 an, 2 ans, je ne sais pas, mais je vais rester sur les PFAS. Émilie Rousseau, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.